Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Donc aujourd'hui, je suis avec Béatrice Tupin. Bonjour. Bonjour Marine. Donc je te remercie d'avoir pris le temps de me recevoir. Donc tu es la fondatrice et directrice du festival Les Femmes s'exposent à Houlgat, qui est donc en Normandie. Donc Les Femmes s'exposent, c'est un festival créé en 2018. Donc c'est entre autres une quinzaine d'expos, des prix, des projets pédagogiques, mais on va revenir un petit peu plus en détail dans cet entretien. Pour commencer, pourrais-tu te présenter ? Oui, alors donc je suis Béatrice Tupin, comme tu l'as dit. J'ai eu plusieurs métiers. J'ai commencé par être infirmière diplômée d'État. Même avant, j'ai été monitrice éducatrice pendant 1 an. J'ai donc eu le diplôme. J'ai fait 8 ans infirmière. Après, j'ai fait une reconversion photo. J'ai fait une école photo pendant 1 an. Et à la sortie de cette école, je suis rentrée au service photo du Nouvel Observateur pour un remplacement. Et je suis restée 24 ans. Et les 7 dernières années, j'étais chef du service photo. Et lors d'un licenciement collectif, enfin de plusieurs personnes, j'ai fait le choix de partir dans l'idée de créer ce festival. Quel était ton emploi avec un peu plus de détails à l'Obs pour les gens qui ne savent pas en quoi consiste être iconographe et puis être responsable de ce département. Alors iconographe, c'est rechercher de l'illustration, des photos pour illustrer les articles. Donc ça s'appelle iconographe. On fait des recherches, on discute avant avec les journalistes en amont de leur papier, souvent parce que les journalistes écrivent. Enfin là c'était un hebdomadaire, mais ils écrivent quand même toujours au dernier moment pour la plupart. Donc on travaille, on leur pose des questions avant, on discute pour avoir l'idée de photo. Et puis après, quand le papier, on fait des recherches pendant ce temps-là. Et quand le papier arrive, qu'on le lit, et ben on réajuste quelquefois les recherches photos qu'on a faites parce que ça correspond pas forcément à l'angle du départ ou voilà, il y a d'autres choses qui viennent en le disant qui nous donnent des idées. Et puis quelquefois quand il n'y a pas des photos, on fait le choix et moi vraiment j'adorais ça, c'est de faire de la production, donc de commander des photos. Par exemple, en plus simple, une journaliste allait interviewer une personnalité, à ce moment-là il y a un photographe qui partait avec elle et qui faisait des portraits. Et puis s'il y avait des journalistes par exemple qui allaient faire un reportage en banlieue, qu'est-ce qu'être jeune en banlieue, là on va pas chercher d'illustration, on envoyait directement un photographe. Donc il y a vraiment soit de la recherche iconographique, c'est-à-dire dans les archives des agences, moi j'ai connu le temps, alors ça fait vraiment très vieille, mais où on recevait des photos en papier ou en hectares, ce qu'on appelait des diapos avant, mais dans le terme on dit des hectares, et où là, quand on faisait une recherche, on appelait les gens dans les agences qui faisaient des recherches, on envoyait un coursier pour aller chercher cette recherche. Enfin, ça mettait en fait 3 jours à peu près. Après, on est passé en numérique, on a eu des codes avec ces mêmes agences, on avait des codes de recherche, donc on mettait des mots-clés, c'est ce qui se passe encore maintenant, et là, des photos arrivent, on fait des editing de ces photos qui arrivent, et après, on les transmet à la maquette. Voilà, donc c'est ça à peu près le boulot d'icono. Et après, quand je suis passé chef de service, pendant 7 ans, les 7 dernières années, il y a ce travail d'icono. Après, il y a les relations direction et l'équipe. C'est un peu de management. Et aussi, c'est gérer tout ce qui est budget photo. Et ce qui est un très gros budget dans les journaux, en fait. C'est dans les 3e plus gros budgets. Donc voilà, c'est gérer, c'est s'occuper de payer les photographes, de signer tout ce qui est les contrats ou les photos qu'on a utilisées avec les agences, je vérifie tout et après ça part à la comptabilité, au service du personnel qui règle directement les agences ou les photographes. Pourquoi avoir voulu lancer ce festival ? Donc pourquoi à Houlgat et pourquoi ce focus sur les femmes photographes ? Alors à Houlgat déjà c'est simple parce que j'ai découvert Houlgat il y a quelques années où j'ai adoré. Alors c'est un village, c'est au bord de mer, mais il y a moins de 2000 habitants, donc c'est considéré comme un village rural. Je trouve que c'est magnifique et l'idée donc de ce festival c'est qu'à l'extérieur et je trouvais que c'était l'endroit idéal où déjà il y avait pas grand chose qui se passait. Je trouvais qu'il y avait un décor naturel vraiment adapté pour des expos photos. Et puis l'idée c'était aussi en quittant l'Obs de partager ma vie entre Paris et Houlgat
et de monter un projet là-bas, ça justifiait un peu ma présence sur place. L'idée de créer ce festival, je l'avais déjà en étant à l'Obs, je l'avais proposé à l'Obs, mais on n'était pas du tout intéressé. Et puis il faut savoir que c'est un boulot, c'est du temps plein non-stop. Et puis faire que des femmes photographes, déjà je me disais que c'était quelque chose de nouveau et que je me suis rendu compte surtout que dans toute ma carrière, j'ai fait très très peu travailler les femmes photographes, mais comme j'ai l'impression de le répéter toujours, mais à l'époque, donc maintenant ça fait 24, il y a 27 ans, quand j'ai commencé à l'Obs, il y avait très peu de femmes photographes. Comme je dis, j'ai compté, elles étaient en France par exemple, elles étaient 18 dans toutes les catégories confondues, que ce soit mode, reportage, photographe de plateau, etc. Donc 18, alors maintenant elles sont bien plus nombreuses. Et maintenant elles sont même très nombreuses. Et puis quand il y a eu le virage du numérique, beaucoup de jeunes photographes sont arrivés, des femmes, enfin des photographes hommes et femmes, mais beaucoup de femmes. Et on s'est aperçu après même qu'elles remplissaient les écoles, enfin qu'elles étaient majoritaires dans les écoles. Et pourtant à la sortie elles ne le sont pas, pas dans les journaux, pas dans les galeries, pas dans les festivals. Alors au moment où j'ai voulu créer ce festival, j'ai cherché pourquoi et en fait parce qu'elles ont moins de commandes que les autres. On fait moins appel à elles, donc toutes les photos qui sont exposées dans les festivals, c'est souvent des photographes qui ont eu des commandes par les journaux et qui peuvent proposer ces sujets-là à des directeurs de festivals. Et si elles n'en font pas, elles n'en ont pas à proposer. Parce qu'il y a très très longtemps, les photographes partaient, souvent quand même avec des commandes avec beaucoup de garanties. Maintenant, c'est très dur d'aller faire un sujet, c'est très cher et souvent les photographes, hommes ou femmes, partent que quand ils ont des commandes. Déjà dans les zones de conflit, par sécurité, hein. Et donc voilà, donc je me disais, c'est un peu, si on leur commande pas, elles n'ont pas de travail à montrer. Donc voilà, on n'avance pas finalement. Donc voilà. Après, pourquoi on n'a pas commandé, pourquoi moi j'ai pas fait appel à des femmes photographes, je me suis posé la question. Donc comme je disais au départ, il y en avait déjà pas beaucoup et dans tous les journaux il y avait des photographes salariés, un, deux ou trois. À l'Obs il y en avait un, donc tout ce qui était commande sur Paris, tout ça c'est lui qui les faisait. Et puis, je suis en train de chercher, là je perds un peu le fil de ce que je vous l'ai dit. Oui, il y avait des photographes, donc il y avait moins de commandes a priori. Et ces photographes, petit à petit, ont disparu. Par exemple, à l'Obs, au décès de Jean-Pierre Ray, il n'a pas été remplacé. Donc là, on fait appel à des pigistes, mais il faut savoir que, par confort, certainement, on utilise très souvent les mêmes photographes. Parce que déjà, ils travaillent en binôme avec des journalistes. Il y a une habitude qui se crée et les journalistes sont très contents et ils nous redemandent toujours les mêmes photographes. Donc il y a vraiment cette habitude-là. Et pour avoir la paix, moi je l'avoue, je suis pas très fière, mais j'allais pas en proposer d'autres quelquefois quand le journaliste disait tiens je veux un tel et qu'un tel était libre et c'était des hommes. Voilà, c'était pratiquement à chaque fois des hommes, même toujours. J'avais pas cette curiosité d'aller chercher quelqu'un d'autre forcément. Et en même temps, je me disais, je sais que ça va marcher avec ce journaliste ou cette journaliste. Je suis tranquille, c'est un souci en moins. Après, j'ai fait attention parce qu'il y avait même les journalistes qui appelaient directement les photographes à un moment donné. Donc là, on a mis un petit peu le haut là. Mais c'est vrai que c'était un confort et on savait que la commande serait réussie parce que aller chercher une nouvelle ou un nouveau photographe, et si la commande est ratée, en fait, le seul responsable, c'est le service photo. Hein. Et moi, en l'occurrence, si j'avais fait la commande. Donc voilà, je me suis dit, il faut changer les choses parce qu'elles sont là, elles sont nombreuses. Et moi, quand il y a eu le numérique, elles sont vraiment arrivées en grand nombre. Et moi, j'ai vraiment pas pris le virage, j'en ai pas fait travailler, toujours avec cette idée de confort et garder les mêmes habitudes. Donc voilà, des photographes à qui il n'y avait rien besoin d'expliquer. Enfin voilà, c'est un confort, une flemme, une sécurité. Ouais, voilà. Et je me dis que du coup, ces femmes photographes qui n'ont pas ces commandes à cause de gens comme moi, ils n'ont pas de travaux à montrer ni dans les galeries, ni dans les festivals. Ou très peu, ou moins. Donc elles ont moins de chances d'être exposées que les hommes. Donc voilà, hein. Donc à un moment donné, il faut arrêter de tourner en rond et de les mettre en valeur. L'idée, c'était de ne pas rentrer dans une catégorie de photographes, c'était vraiment dans toutes les catégories. Je voulais que ça représente la portraitiste, le reportage de guerre ou société ou la plasticienne, que ça soit vraiment tout, et que ça mette en avant des femmes photographes qui sont quelquefois là, qui existent depuis longtemps, mais qu'on n'a pas mises à l'honneur,
et de montrer des boules. Et le festival montre des sujets qui n'ont jamais été montrés ailleurs dans d'autres festivals. Donc c'est mettre en valeur à chaque fois. Chaque année, il y a 14 femmes photographes, plus de projets pédagogiques, mais on reviendra après dessus. Et dans ces 14 femmes photographes, les 3 premières années, j'avais une marraine. Pour rendre crédible certainement aussi le festival, et je me disais le fait qu'elle vienne, ça peut attirer les gens. Là on est arrivé à la 4e édition et on a fait le choix cette année de ne pas prendre une marraine, d'avoir juste une invitée d'honneur, parce que les marraines d'abord étrangères, il y a très peu de chances qu'elles puissent venir là ce mois de juin à Oulgat, et si c'est montrer des photos que tout le monde a déjà vues et que la photographe n'est pas présente, j'ai préféré privilégier une photographe qui n'avait pas eu d'expo à un moment donné. Voilà. Par quoi tu as commencé pour créer le festival? Donc de façon très très concrète, qui t'a entouré dans le début, et puis comment on fait de façon très très pratique Alors très très pratique, déjà j'avais le lieu géographique. Ça c'était une première étape. Donc là j'ai rencontré l'équipe municipale de l'époque qui a changé depuis, savoir s'ils étaient partants. On s'est réunis, j'ai expliqué le projet, mais je l'expliquais, je vendais un peu quelque chose qui n'était pas du tout créé. Et à partir du moment où ils m'ont dit oui, qu'ils allaient me suivre, là, j'ai foncé, c'est sur pour avoir des subventions. Voilà, ça a été bon. Déjà, il a fallu créer une association, parce que pour avoir le droit à des subventions, il faut avoir une association sous la loi de 1901. Donc, il y a eu beaucoup d'administratifs. Hein. Pour moi, ça c'était un peu cauchemardesque. Un peu seul au monde pour le faire aussi. J'étais entouré de 2 amis qui n'étaient pas du tout dans le métier, qui m'ont vraiment épaulé. Et donc, à partir du moment où j'avais créé cette association, donc j'ai pu écrire. J'ai écrit à des privés. Bon, là, j'ai pas eu de réponse parce que quand on lance un festival, qu'on n'a pas fait une seule édition, c'était vraiment compliqué. Donc, j'ai attendu déjà d'avoir dans ma tête et vu ma sélection des 14, ce qui a été plus facile d'aller démarcher en ayant déjà la marraine. J'ai eu la chance, j'ai eu Françoise Huguier la première année, plus tout le reste quand j'ai fait mes demandes, en fait j'ai montré vraiment quel était mon programme, mais tout ça s'est fait au fur et à mesure. Et les subventions, j'ai eu de la chance, c'est que les portes se sont ouvertes assez facilement. Je pense que l'idée de faire un festival de femmes photographes, c'est arrivé avant toutes les histoires de MeToo. Alors, du coup j'ai pas du tout envie qu'on le mélange avec ça parce que ça n'a rien à voir, mais c'est arrivé au bon moment avant. Et après, toutes les affaires MeToo, malgré tout, ça a quand même porté ce festival avec certaines ambiguïtés chez certaines personnes qui n'ont pas compris forcément le message. Mais moi, ça a été vraiment... Je pense que ça a été créé au bon moment, avant tout ça. Et voilà, à partir du moment... Et après, je me suis fait aider d'un ami pour tout ce qui est mobilier urbain, parce que ça, j'y connaissais rien. La ville m'a aidé, j'ai acheté le matériel. Le personnel de la ville a construit le matériel. J'ai été vraiment très épaulée, mais ça a été beaucoup de choses à faire seule, avec une équipe. J'ai créé une mini-équipe que je pouvais pas rémunérer. Bon, j'ai pu, la première année, en dédommager deux personnes. Enfin, quand je dis une petite équipe, au total, on est 5. On est 5, quoi, ce qui est vraiment strictement rien du tout, avec 2 qui sont dédommagés financièrement, mais pas du tout à la hauteur de leur travail. Et donc, les financements sont une partie de la ville et une partie de sponsors privés? Alors non, il y a une partie de la ville, mais j'ai eu le ministère de la Culture. D'accord. Via la DRAC Normandie. Donc la DRAC, c'est le ministère de la Culture, c'est la DRAC en fait en Normandie. Eux, ils m'ont dit oui tout de suite, et puis je leur ai parlé des projets pédagogiques, ils ont vraiment été... ça a été assez vite, assez rapidement un oui. Après, j'ai eu le département. J'ai eu la région qui a été un de mes gros partenaires dès le départ aussi, parce qu'eux ils ont créé un forum qui s'appelle le Forum Mondial pour la Paix. Ils l'ont créé exactement au même moment que moi, on a démarré les mêmes jours, et du coup on est partenaires depuis le début, donc eux ils ont été là vraiment. Après j'ai eu aussi la chance d'avoir la Fondation Orange qui m'a aidé dès le départ. J'ai eu la Fondation Régnier, et puis après j'ai eu Fiat qui nous aide sur tout ce qui est transport. Enfin, j'ai eu de la chance, les portes se sont quand même assez rapidement ouvertes. Ça a été des enclenchements. Voilà, je peux dire, j'ai eu de la chance, ça s'est enclenché assez rapidement. Aucune porte ne s'est fermée devant moi. Donc ça a été assez fluide de ce côté-là, et heureusement, parce que c'était une énergie de dingue. Après, faire la sélection des photographes et ça, ça a été quand même mon métier pendant des années.
J'ai un carnet d'adresses. Comment vous l'avez faite du coup et comment elle a évolué du coup aussi cette sélection? Alors elle a évolué effectivement parce que la première année, il y avait la moitié de la programmation, je pense à peu près la moitié, où je connaissais déjà les photographes et leur travail, et c'est celle que j'avais envie d'exposer parce que je trouvais qu'il y avait peut-être un manque de reconnaissance, de ma part déjà, et d'ailleurs, donc elle je connaissais. Et après, je suis allée voir dans des domaines comme la photo plasticienne, tout ça, où alors moi ça ne me parlait pas du tout. Donc là j'ai évolué, je regarde beaucoup plus ce genre de photos maintenant. Françoise Huguet m'avait parlé d'une photographe, j'ai regardé, voilà. Et je ne fais pas d'appel à candidature pour le festival, pour la programmation, parce que je fais des appels à candidature pour les prix. Les prix, on en viendra, sans doute, on va en parler après, mais pas pour la programmation. En fait, je sais les sujets que je veux à peu près, dans quel domaine. Et là, la première année, j'ai fait des recherches. Après, avec ma petite équipe, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, les Instagram des photographes. On regarde qui part. On est en lien avec des agences, des agents qui nous envoient. Et ça a évolué au fur et à mesure où on s'est élargi, où je pense on a su rechercher des écritures photographiques très différentes. Peut-être que moi, la première année, c'était des belles écritures photographiques, je dis pas ça, mais j'étais dans le photojournalisme depuis toujours, donc j'étais assez accroché à ça. J'évolue un peu différemment maintenant là-dessus. Voilà. Et par rapport du coup aux différents projets, donc exposition intérieure-extérieure, les tables rondes, les signatures de livres, les projets pédagogiques, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu en détail sur les différents lieux, différents partenaires, différents projets? Alors on va revenir sur les lieux. La première année, il y en avait sur les 16 expos, non il y en avait 15 la première année expo, parce que j'avais fait un seul projet pédagogique. On en avait une à l'intérieur, c'était les photos de Françoise Huguet, qui avait la gentillesse de nous passer ses tirages sur la Corée, et ça pouvait pas être à l'extérieur parce que c'était pas des tirages qui allaient à l'extérieur, et c'était l'ancienne gare d'Oulgat, donc c'était une salle mais qu'il fallait garder en permanence. Donc j'ai passé 2 mois et demi avec des amis qui m'aidaient, mais à être là, à ouvrir et à rester, enfin c'était vraiment pas bien, et je trouve que le lieu ne mettait pas en valeur. Et dès la deuxième année, en fait, on a enlevé cette expo qui était à l'intérieur, et elles sont toutes à l'extérieur maintenant dès la deuxième année, et en même temps parce qu'il n'y a pas d'autre lieu d'exposition que cette gare, cette ancienne gare qui mettait pas en valeur forcément les photos. Donc maintenant c'est tout à l'extérieur, et dès la deuxième année il y a eu 2 projets pédagogiques, un qui se fait avec l'école élémentaire d'Oulgat, où là la deuxième année et la troisième année on a fait avec une seule classe, les CM1 CM2, où j'ai réussi à acheter 3 boîtiers, et j'ai fait intervenir là une seule photographe qui chaque année une différente, et qui les a fait travailler sur la photo, qui leur a appris tout ce qui était profondeur de champ, vitesse. Ils ont fait tout un boulot, c'était vachement bien, c'était super, et ce travail a donné lieu à une exposition. Et il y a un deuxième projet pédagogique avec des jeunes qui sont placés à Oulgat dans un centre, un lieu de vie. C'est des jeunes qui ont été placés par l'aide sociale à l'enfance. C'est 7 jeunes, c'est pas les mêmes depuis le début de l'année parce que ça tourne. Il y en a qui deviennent indépendants, il y en a qui sont majeurs, donc qui partent, ça tourne. Et eux, c'est une photographe chaque année qui travaille avec eux sur un projet différent, qui donne lieu aussi à une exposition. Et on a fait un film sur la première année, on a fait un film sur ce projet pédagogique, un film qui a été réalisé par Mathieu Firmin. Enfin, c'est pas nous qui l'avons fait, mais il l'a fait pour Spicy. Il était rédacteur en chef, donc il y a eu 1 heure de film qu'on a projeté et à Oulgat et ailleurs, voilà. Et quel est un peu le programme pendant toute la période du festival? Alors la première année, ça avait été, le festival il devait durer que 2 mois, on l'avait prolongé d'1 mois. Il y a des expositions à voir tous les jours pendant le festival, donc cette année ça sera 2 mois et 1 semaine. Donc il y a des visites guidées à la demande, moi c'est moi qui les fais, donc j'en ai eu pratiquement 4 par semaine. Et sinon il y a le gros... On te consulte sur le site internet, on t'écrit, c'est ça? Oui, alors il y a les gens sur place qui me demandent, je dis ok pour demain si vous voulez, bon j'essaie qu'il y ait au moins un minimum de 4 personnes, donc quelquefois on s'est retrouvé à 25 ou 30, je préviens l'office du tourisme d'Oulgat, et il y a un Facebook pour des gens d'Oulgat où je mets dessus aussi. Et puis on me demande, sur l'adresse mail du site, on me demande ça. Et il y a les journées presse qui sont très importantes. L'année dernière, elles n'ont pas eu lieu au début du festival parce qu'on a été obligé de décaler le festival de 2 mois.
Mais ça se passe dans la première semaine des expositions. Et là, c'est une rencontre avec les photographes qui sont là. On a des remises de prix suite au prix qu'on a créé aussi. On a des projections, des tables rondes, des ventes de livres et des signatures de livres. Voilà. Donc la première semaine... Alors là, par exemple, on l'a décalé. Normalement, c'est le premier week-end du début des expositions. Et là, on met les expositions, par exemple, elles seront mises à partir du 1er juin. Et on fait les journées de presse le 11, 12, 13 juin. En fait, c'est toujours le deuxième week-end de juin. J'ai calé ça par rapport aux autres festivals en France où c'était le seul week-end libre, pratiquement libre. Il y a juste un autre festival, je crois, à ce moment-là. Mais voilà, il fallait que ça soit un moment où il n'y avait pas un autre gros festival à ce moment-là. Et toutes les expositions sont gratuites et dans des lieux publics. Donc quels sont ces lieux ? Alors l'idée c'est de faire une balade à travers Oulgat. Alors on en a 8 sur la plage, on en avait 8, là ça va un peu changer cette année. C'est 8 sur la plage et le reste c'est à travers la ville, dans des jardins et autour de l'église. Donc ça permet, moi je voulais un parcours pédestre, accessible aux personnes handicapées et que ça soit pas trop long non plus. Enfin quand je fais des visites par exemple, mais parce que je parle des sujets avec toutes les légendes et tout, on met 2h30, mais... Voilà, et l'idée quand même, celles qui sont sur la plage ou ailleurs, c'est que les gens... alors il y a des gens qui viennent exprès pour le festival, mais je voulais que ça attire aussi des gens qui sont là par hasard et qui découvrent les photos par hasard. Et ces gens-là qui sont jamais rentrés dans une galerie, qui sont jamais allés dans un festival. Et d'où la gratuité, enfin c'est dehors, hein, dans toutes les façons évidemment c'est ouvert à tous. Et la particularité c'est que les journées presse c'est ouvert à tous aussi. Et là c'est un vrai mélange qui s'est fait. D'une manière plutôt naturelle, il y a des gens qui sont là, qui sont venus exprès, mais qui sont pas d'un milieu professionnel, et il y a des professionnels. Et c'est à la mesure d'Oulgat où c'est quand même, comme je disais, c'est une petite, on va dire, c'est un village, une petite ville, et où tout le monde se côtoie, et voilà, c'était pas de l'entre-soi, et c'était un peu l'idée. Quelle est la direction que tu souhaites donner au festival pour les prochaines années? Donc quels sont un peu les projets que tu souhaites amplifier et ceux que tu souhaites peut-être un petit peu réduire ou en tout cas modifier? Alors là on a déjà un peu changé dès cette année. On a ouvert plus à l'international. L'idée au début on n'ouvrait pas trop à l'international parce que l'idée c'est que les photographes viennent au moment des journées presse et ça veut dire leur payer les billets d'avion parce que l'idée c'est pas de leur demander de se payer le billet d'avion. Bon là ça va être compliqué cette année par rapport à la Covid et donc on n'avait pas tellement ouvert à l'international et là cette année on a moitié française et moitié à l'international et aussi parce que le festival et on continuera là-dessus, on ne veut pas montrer des boulots déjà montrés dans d'autres festivals, bon sauf pour les marraines où c'est évidemment elles ont des photos connues mais là il n'y a pas de marraine cette année et l'invité d'honneur ce qu'elle va nous présenter personne n'a jamais vu ces photos-là. Et donc là, qui est-elle l'invitée alors, on peut l'annoncer parce que ça a été dit sur Nine Lives, c'est Irène Jonas. Voilà. Et pour le reste de la programmation, vous le saurez bientôt. Pour l'instant, on est en train de travailler encore sur le dossier de presse. Et donc là, on l'a ouvert à l'international. L'idée, c'est de faire des partenariats avec d'autres. On est déjà pour faire des choses itinérantes. On est déjà comme c'est pour parler, je ne vais pas trop dévoiler, c'est d'être aussi en partenariat avec 2 pays européens. On en a déjà un intéressé. Et puis, du coup, ce serait les mêmes expositions qui seraient montrées? Non, l'idée, voilà, des partenariats avec des photos où je dévoile pas, c'est on ferait un choix ensemble sur une des photographes qu'eux exposeraient aussi, d'avoir une photographe commune. Et là, on est pour parler avec un pays européen, c'est de voir si on échange. Eux, ils ont un festival. Est-ce qu'on échange une photographe? Est-ce qu'on... Voilà, là, c'est vraiment pour parler. Mais c'est cette direction-là. Après, on a répondu à un appel à candidature où on a une photographe haïtienne qui va venir. Elle devait déjà venir l'année dernière, mais ça a été annulé. Elle va toucher un petit salaire grâce au ministère de la Culture. Donc ça va être une nouveauté. Elle va rester 2 mois au Oulgat et on développe avec Anne Legroux qui s'occupe avec moi du festival, qui fait partie de l'équipe. On développe
des projets pédagogiques. Et donc là, on l'a fait de plus grande ampleur avec l'école de Houlgat. On a fait de la maternelle au CM2. Et c'est sur 6 mois. Et là, on a commencé à le faire. C'est vraiment chouette. Et on va développer ça. On veut faire avec des écoles d'enfants handicapés, avec des malentendants. Et on a soutenu le projet d'une photographe, l'association, donc les femmes s'exposent l'a soutenu, et on a fait une demande pour qu'elle puisse intervenir dans les quartiers de femmes en prison, dans les prisons normandes. C'est pas des prisons de femmes, mais c'est des quartiers des femmes dans les prisons normandes. Et ça vient, voilà, on le sait depuis 3 jours, c'est accepté. Bravo. Donc on a vraiment, c'est super, et on veut vraiment développer ça à côté. Et après, on est avec le Clémy aussi, il va organiser des visites plus prononcées à Houlgat, où il y aura un travail, on leur fera faire comme de la radio, voilà. Donc on veut vraiment développer ce côté-là. Et puis moi, l'idée, ça serait si on pouvait aussi exporter les expositions dans un pays où c'est compliqué. Alors par exemple, c'est pas un pays parce que c'est la France, mais la Nouvelle-Calédonie, c'était un de nos projets. Bon, là, ils ont fermé complètement l'île. Bon, là, j'ai entendu qu'ils avaient 9 cas de la Covid, mais l'idée, parce que là-bas, voilà, ils n'ont pas de... Ils ont très peu de festivals photos, et puis, ou d'aller dans un pays aussi en difficulté, et de monter quelque chose pour aider les femmes photographes. Des femmes photographes comme Zanele Mioli, par exemple, qui avait fait en Afrique du Sud, qui a créé une école pour les jeunes filles en difficulté. Voilà, on a envie de développer ça à côté. Voilà. Donc ce soit un peu tout le temps de l'année, en fait, des actions avec un moment où les œuvres sont montrées, mais avec vraiment des projets en permanence, quoi. Ouais, en permanence. Bon, déjà, c'est un travail en permanence pour tout le temps. Hein. Je crois que les 3 semaines un peu cool, on va se dire, c'est les 3 semaines après le décrochage. Mais après, tout ce qui est projet, oui, c'est beaucoup de boulot, de préparation, voilà. Et quelles sont un peu les difficultés que tu peux voir dans ce genre de festival qui en plus évolue, donc il faut aussi apprendre des choses, enfin voilà, en termes de compétences, j'imagine que ça doit pas être... En termes de compétences, hein, on apprend franchement sur le tas. Je dois dire que là, je suis devenue comptable, obligée, parce que on n'a pas les finances. On a réussi à le financer, mais d'une manière ric-rac, où le premier budget que j'avais fait et auquel je tenais absolument, c'est de donner des droits d'exposition aux photographes. Donc ça, c'était l'obligation. Si j'avais pas pu faire ça, je n'aurais pas fait de festival. Et l'autre gros budget, c'est les tirages. Parce qu'il faut te dire que pour l'extérieur, c'est des tirages en 10 bons. C'est-à-dire des tirages qui peuvent supporter la pluie et le soleil. Et donc, c'est des tirages qui sont plutôt chers. On a un partenariat avec Picto. Donc j'ai vu que tu avais interviewé Flick Gassman, qui nous aide énormément, mais c'est un coût, voilà, les 2 coûts les plus importants, c'est la rémunération des photographes, et encore, elles ont des droits d'exposition qui sont vraiment, qui sont là, mais par rapport à notre budget, c'est plutôt pas mal, mais il y en a d'autres qui font moins bien que nous, et puis d'autres qui font mieux que nous. Donc ça, c'est la grosse difficulté, c'est la difficulté financière. Et après, il y a tout ce qui est communication. On a réussi, je pense, à montrer que c'est un festival professionnel et qu'il n'était pas un festival contre une partie de la population. Après, dans le local, il a fallu montrer que c'était un projet aussi pour la ville, que c'était bon pour la ville. On rencontre encore des difficultés, mais en même temps, parce que il y a des sujets qui peuvent... On fait très attention à ce qu'on met, mais il y a des sujets qui sont forts, on ne peut pas passer à côté. Chaque année, on a une photographe quand même qui fait les zones de conflit. Bon, là, c'est pas des photos qu'on va mettre sur la plage, ni on les met dans un jardin derrière, et on prévient les visiteurs que ça va être... que quelquefois, c'est pas pour les enfants. On a eu l'Irak de l'Orangeais, on a eu Véronique Duvégry, la drogue aux Philippines, où c'était pas vraiment adapté aux enfants. Donc là, on prévenait. Les difficultés, c'est les renouvellements des équipes. De se faire... Les équipes municipales, ça change. C'est se faire accepter, se faire comprendre, se faire aider. Et le gros problème, le premier, c'est de trouver des subventions qui baissent. Avec la Covid, ça a baissé, parce qu'on avait des privés quand même locaux, des usines normandes et ça, ils peuvent plus nous aider.
Et donc on a un peu une baisse de budget et quand on lance un festival et qu'on est en quatrième année, c'est pas du tout envie de baisser le nombre d'expos ni de baisser la qualité, non, mais d'aller à la baisse, quoi. On est en pleine ascension. Bon, on avait un partenariat avec Gare et Connexion, on était dans les gares. Bon, ça on va peut-être pas pouvoir le maintenir financièrement, donc il va y avoir des choix à faire, voilà. Ouais, difficultés financières. Oui, difficultés encore plus financières. En ce moment, je pense. Ouais, c'est très difficile en ce moment. Et en même temps, on se dit que c'est vraiment pas le moment de lâcher, parce qu'on s'est aperçu quand même que les femmes photographes en ont beaucoup plus bavé que les hommes photographes pendant la Covid, parce que la plupart du temps, quand elles vivent avec quelqu'un, l'autre personne elle est salariée et ça a été la priorité à la personne salariée pendant la Covid et la photographe qui était donc non salariée, elle quand il y avait des enfants, je parle des familles, hein, quand il n'y a pas d'enfants c'était beaucoup plus simple, mais pour celles les familles, c'est la femme photographe indépendante qui elle est restée à la maison et qui souvent, c'est vrai, avait les projets qui ont été abandonnés, les commandes annulées et tout ça, et elles se sont retrouvées à s'occuper des enfants et du coup à arrêter leur boulot. Donc là, je me dis, il faut vraiment. L'année dernière, on n'a pas songé à l'annuler. Et comme c'est à l'extérieur, il n'y a pas du tout de raison d'annuler. Non, c'est juste, sauf s'il y avait un confinement total de la France. Je pense que pour le public, c'est très important, de pouvoir continuer à avoir des photos de l'art. Encore plus en ce moment, je trouve que ça a encore plus de sens de se battre, mais avec toutes les difficultés qui vont s'y avoir. Mais je pense qu'il y a encore plus, en tout cas, peut-être encore plus d'envie. Oui, il y a une envie. Après, faut se dire que dans les festivals photo, les sujets, ça fait pas forcément rêver, hein, ça fait voyager, mais les photographes travaillent souvent sur des choses parce qu'il y a des choses à dénoncer ou à montrer avec un angle journalistique quand même. C'est pas des sujets ni oui ni rien, donc faut apporter la photo. Moi, ce que j'essaye, et c'est pas toujours évident, mais c'est que ça soit grand public et que ça apporte quelque chose de pédagogique pour les enfants et une information en plus pour les adultes. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment, il y a pas des catégories, il y a différentes catégories par contre, il n'y a pas un angle principal et sur les 16 expositions, je sais que pour n'importe quelle personne, il y aura au moins 2 sujets qui vont les toucher, qui vont leur apprendre des choses. Tous les sujets ne font pas l'unanimité. Mais tout le monde voilà, donc l'idée c'est vraiment une grande diversité et dans l'écriture et voilà, c'est un peu le but. Et quelles sont les grandes tendances, si tu arrives à en voir là comme ça un peu de tête, les grandes tendances que tu pourrais voir dans la photographie en général, donc autant dans la pratique que dans le public, s'il y a des choses qui te viennent là du coup c'est une question assez sur toute ta carrière, est-ce qu'il y aurait des éléments qui ressortent en tout cas? Alors la photo elle a changé comme j'ai dit, parce que ça fait un peu mamie, mais moi j'ai quand même bossé, donc j'ai tout connu le boulot en argentique. Donc déjà c'était au niveau terme tolérance des appareils photo, il y avait une grande exigence technique qui est beaucoup moins importante maintenant avec le numérique, où ils ont une manière de rattraper. Techniquement on peut faire des photos avec vraiment tellement peu de lumière, avec des vitesses incroyables. Donc là avant je pense que la technique était vraiment très importante. Maintenant évidemment il y a le cadrage, mais la technique je trouve qu'elle est et il y a une tendance là, je trouve, de ces quelques années auxquelles j'adhère pas forcément, mais parce que je dois pas avoir un œil hyper jeune là-dessus, c'est beaucoup les photos au flash. C'est un truc auquel moi j'ai vraiment du mal, où t'as vraiment maintenant ce nouveau style où c'est surexposé et le flash en pleine tronche. En plus je pense que pour les journaux, à part avoir un papier un peu glacé, sur les journaux par exemple comme l'Obs où le papier est transparent, il est encore plus maintenant parce que tous les journaux ont été obligés de changer le gramme du papier parce que c'est tellement cher qu'ils ont changé la qualité, où tu as de l'encre à la limite d'une photo qui va apparaître derrière. Et voilà, cette tendance de flash, tout ça, moi je suis pas du tout fan, mais je vois que ça plaît énormément, beaucoup dans la mode. Après je trouve il y a une vraie différence, c'est pas une tendance, mais on voit
je trouve que quand il y a des angles journalistiques quand même, ça fait une grosse différence dans la photo. Voilà, je trouve que il y a des sujets qui sont traités journalistiquement et là plus qu'avant, j'ai l'impression, mais voilà. Parce que aussi les photographes font tout maintenant, écrivent, filment, photographient. Après au niveau des cadrages, je pense que il y a un peu le grand temps qui a été pas mal abusé. Et c'est pour ça que dans le festival, j'essaie qu'il y ait une grande diversité. Bon, j'en suis pas encore à mettre des photos avec le flash plein pot ou surexposé, hein, ça je crois que j'y arriverai pas. Enfin, on sait jamais. Mais voilà. Est-ce que tu aurais des conseils donc là pour deux types de personnes, donc des personnes qui voudraient lancer un festival et des conseils pour des photographes? Alors pour lancer un festival, comme je disais, il faut déjà avoir le lieu, trouver un lieu et voir si la municipalité du lieu est en accord. Parce que si elle l'est pas, bon voilà, c'est même pas la peine de chercher un endroit où il n'y a pas un autre festival à 50 mètres, j'exagère, mais à plusieurs kilomètres, parce qu'on sent dans les festivals, comme c'est assez dur, la concurrence n'est pas toujours, enfin ils appellent ça, certains voient ça comme de la concurrence, moi pas forcément, mais et de pas faire ce qui se fait dans un rayon de 50 ou 100 km, de créer déjà tout de suite cette association et de trouver, de répondre aux appels à candidature pour... Il y a quand même beaucoup d'appels à candidature pour faire des projets qui sont lancés par la DRAC ou le département ou ailleurs, et puis s'entourer beaucoup d'amis au départ qui adhèrent au projet quand on vit que ça marche, et puis penser tout de suite à quelle époque le faire, quelle saison, quelles sont les possibilités, qu'est-ce qu'il y a à côté pour qu'il y ait une diversité toute l'année dans cette région-là, dans d'autres endroits. Après pour les photographes, moi je me rends compte, non, les photographes c'est faire des sujets, mais comme je disais, le photographe a du mal à faire des sujets parce qu'il n'est pas financé. Quand c'est une commande, c'est génial, hein, et comme j'ai déjà dit, je l'ai pas dit là, mais je vois dans les femmes photographes en France, elles sont 10, quand je dis 10, maintenant elles sont un peu moins, à avoir des commandes régulièrement, et c'est elles qu'on voit dans les festivals parce qu'elles ont des boulots à montrer. Elles ont une commande par Paris Match, voilà, cette commande-là, on va retrouver ce travail-là dans un festival. Et la personne qui va partir toute seule faire un sujet loin, faut assurer financièrement, donc elles ont moins de boulot. Et je dis, c'était Christine Spengler qui racontait que elle faisait beaucoup de sujets à l'étranger, puis finalement elle a décidé d'en faire un à Calais. Je pense qu'il y a des sujets à faire en France, beaucoup de sujets. Et après. Et comment être plus visible auprès de la presse? Enfin, est-ce que tu penses que c'est, je sais pas, envoyer plus son dossier, essayer de. Parce que c'est pas si simple, je pense, de prendre contact avec les bonnes personnes. Non, alors pour avoir reçu des centaines de mails et alors là je fais mon mea culpa parce que maintenant ça m'énerve en sens inverse, où je ne répondais pas forcément, et ça je sais que c'est horrible parce que j'envoie plein de mails moi, où j'ai pas de réponse, donc ça me rend dingue, et je l'ai fait pendant des années, et en fait c'est que il faut vraiment leur dire quand ils ou elles envoient, enfin les photographes en général, les sujets, il faut que ça soit un PDF, que ça arrive pas en TIFF, qui a un poids où on met je sais pas combien de temps à télécharger parce qu'on arrête, les services photos vont pas télécharger des hautes def, et puis d'avoir un synopsis, vraiment un synopsis et des légendes pour chaque photo. Et quand je dis des légendes, c'est les dates, les lieux, et percevoir des images avec juste un titre où on sait même pas ce que c'est, et on va abandonner, et de cibler son editing. L'editing c'est vraiment important. Et pour travailler avec les photographes maintenant sur le festival, je sais que leurs editings ne sont pas les mêmes que ce qu'on va faire nous, parce qu'on sait ce qui est adapté à un festival, et de se faire aider par un autre photographe pour leur editing, de ne pas faire eux-mêmes les editings forcément, et d'envoyer des editings adaptés au journal par exemple, à qui ils vont l'envoyer. Si on envoie à Paris Match ou à l'Obs ou au Figaro, ça ne sera pas la même chose que pour La Vie ou La Croix, pour un même sujet. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire des editings très différents, et puis et relancer, et puis envoyer au service photo, regarder les journalistes qui traitent les sujets, par exemple à l'Obs qui traitait les sujets société, d'envoyer et à la journaliste ou le journaliste et au service photo en même temps,
de proposer des sujets et de proposer aussi des sujets. Et c'est-à-dire de dire, moi j'aimerais faire ce sujet-là, mais en ayant un vrai synopsis, quelque chose de vraiment préparé, pour pas que ça soit un truc un peu olé olé, on se dit, moi c'est pas du tout prêt, et il ou elle a cette bonne idée, mais on voit pas que ça va aboutir, quoi. Faut que ça soit quand même préparé. Et je me rends compte quand même, je me suis rendu compte vraiment avec le festival, déjà par exemple pour les femmes photographes qui partent à l'étranger dans les zones de conflit, elles préparent énormément leur reportage. Il y a un vrai travail en amont. Et je pense que voilà, on est loin de la photo d'avant, on pouvait aller faire des photos et de rue, de machin. Il faut travailler son sujet avant. Il faut le préparer. J'ai tellement reçu, franchement, des photos, je reviens là-dessus parce que des photos où il n'y a rien de marqué, rien dans les champs IPTC, ça va à la poubelle, quoi. Et puis de pas hésiter franchement à relancer tout le monde, parce que c'est vrai que un journal, on reçoit ça là, en plein bouclage, on va se dire bon, je regarde après et on répond pas. Et moi, alors là, mon mea culpa, mais depuis ces 4 dernières années, mais pour les nombreuses fois où j'ai jamais répondu. Et puis de pas hésiter à prendre rendez-vous. Alors bon, avec la Covid là, c'est pas trop le moment, mais d'aller montrer vraiment les boulots, d'aller dans les festivals, de rencontrer des gens, d'aller montrer et de recevoir aussi du coup des critiques et de comprendre pourquoi un sujet n'attire pas l'œil ou va pas rentrer dans un journal, et voir vraiment, moi je le répète, mais voir à qui on envoie le sujet, voilà, dans quel journal on envoie, et il y en a où il faut pas l'envoyer parce que c'est pas du tout adapté, voilà. Parfait, et merci beaucoup. Voilà, écoute, merci à toi. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!